Ma famille a exigé, tu garderas tes nièces ou tu paieras chaque centime du loyer. C'est 1750 $ maintenant. J'ai fait semblant d'être d'accord, mais je suis parti discrètement en pleine nuit. Ils se sont réveillés face à un désastre monumental. Soit tu gardes tes nièces tous les jours, soit tu commences à payer l'intégralité du loyer. 1750 $ par mois. À toi de choisir, allez. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés, me barrant le chemin vers la porte d'entrée comme si j'étais une sorte de prisonnière essayant de s'échapper. Mon père était assis à la table de la cuisine derrière elle, hochant la tête en signe d'approbation comme si tout ce qu'elle disait était raisonnable. Ma sœur aînée, Britney, se prélassait sur le canapé du salon, faisant défiler son téléphone pendant que ses deux filles, âgées de 3 et 5 ans, couraient en hurlant à travers la maison, renversant tout sur leur passage. J'ai agrippé les bretelles de mon sac à dos, déjà en retard pour mon service du soir au café. Maman, j'ai du travail. J'ai des cours. J'ai une vie. Je ne peux pas garder les enfants de Britney tous les jours pendant qu'elle ne fait rien. Britney traverse une période difficile. Mon père est intervenu, sa voix portant ce ton familier de déception qu'il me réservait exclusivement. Elle a besoin du soutien de la famille en ce moment. Une période difficile. C'était l'expression qu'ils utilisaient depuis 6 ans pour excuser chaque décision irresponsable que ma sœur prenait. Elle a eu sa première fille, Madison, à 22 ans après une romance éclair avec un type nommé Tyler, qui a disparu 3 mois après le début de la grossesse. Puis est venu Jaden, né d'un père différent nommé Curtis, qui est resté juste assez longtemps pour manquer la naissance avant de disparaître pour poursuivre son rêve de devenir joueur de poker professionnel à Las Vegas. Je m'appelle Alec et j'ai 24 ans. Je vis à Omaha, dans le Nebraska, dans une maison exiguë de 2 étages avec mes parents, ma sœur et ses 2 enfants. Je suis étudiante à temps plein à l'université, poursuivant mon diplôme en comptabilité. Et je travaille à temps partiel dans un café local pour couvrir mes frais de scolarité, mes livres et les quelques miettes d'indépendance que je peux rassembler. Depuis 3 ans, je suis traité comme la nounou non rémunérée, la femme de ménage et le punching ball émotionnel de la famille. La situation avait commencé progressivement, comme c'est toujours le cas. Quand Madison est née, j'avais 18 ans et je vivais encore à la maison pour économiser de l'argent pour l'université. Mes parents m'ont demandé d'aider occasionnellement, juste ici et là, pendant que Britney s'adaptait à la maternité. J'ai accepté parce que c'est ce que font les familles. Mais l'aide occasionnelle s'est transformée en attente quotidienne. Les attentes quotidiennes se sont transformées en obligations obligatoires, et les obligations obligatoires se sont transformées en la prison dans laquelle je me suis retrouvé piégé ce soir-là. Je contribue déjà à ce ménage, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. J'achète mes propres provisions. Je paie mon assurance auto. Je nettoie toute la maison chaque week-end parce que personne d'autre ne lèvera le petit doigt. Ce n'est plus suffisant, a répondu froidement ma mère. Les choses ont changé ici. Les heures de ton père ont été réduites à l'usine et nous avons des difficultés financières. Si tu veux continuer à vivre ici, tu dois prendre tes responsabilités et faire ta part. Prendre ses responsabilités. Une autre expression qu'ils aimaient utiliser comme une arme contre moi. Britney n'avait jamais pris ses responsabilités un seul jour de sa vie. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours celle qui n'était pas à la hauteur de leurs attentes. J'ai regardé par-delà ma mère vers ma sœur dans le salon. Britney n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle avait 28 ans, n'avait jamais occupé un emploi plus de 2 mois et passait ses journées à regarder la télé-réalité pendant que ses enfants détruisaient la maison autour d'elle. Mes parents payaient tout ce dont elle avait besoin depuis le jour où elle a abandonné le community college. Pourtant, ils avaient l'audace d'exiger plus de moi. Et Britney, ai-je demandé, sentant la frustration monter dans ma poitrine. Pourquoi ne trouve-t-elle pas un travail et ne paie-t-elle pas de loyer? Pourquoi ne garde-t-elle pas ses propres enfants au lieu de s'attendre à ce que je le fasse? Le silence qui a suivi était assourdissant. L'expression de ma mère s'est durcie pour ressembler à du dégoût. Mon père a secoué lentement la tête, comme si je venais de dire quelque chose d'impardonnable et de profondément offensant pour eux deux. Britney est une mère célibataire, a dit ma mère, chaque mot dégoulinant de condescendance. Elle a déjà assez à faire avec 2 jeunes enfants. Toi, par contre, tu n'as pas de vraie responsabilité. Tu vas à l'école. Tu travailles quelques heures dans un café. Ce n'est rien comparé à ce qu'elle endure chaque jour. J'ai senti la brûlure familière de l'injustice monter dans ma poitrine.
Rien comparé à ce qu'elle endure. Comme si suivre des cours à temps plein tout en travaillant 25 heures par semaine et en maintenant une bonne moyenne était en quelque sorte moins exigeant que de rester allongé sur un canapé toute la journée pendant que quelqu'un d'autre élevait vos enfants pour vous. J'ai un partiel la semaine prochaine, ai-je dit doucement. Si je rate ce cours, je perds ma bourse et tout ce pourquoi j'ai travaillé. Alors étudie pendant que tu gardes les enfants, a sèchement répliqué ma mère avec impatience. D'autres personnes arrivent à faire les deux en même temps. Tu n'es pas spécial, allez. Tu dois apprendre ça. Je voulais leur crier dessus. Je voulais lui dire que je me débrouillais depuis des années sans recevoir aucun crédit, aucune appréciation et aucun soutien de personne dans cette famille. Mais j'avais appris il y a longtemps qu'il était complètement inutile de discuter avec mes parents au sujet de Britney. À leurs yeux, elle ne pouvait rien faire de mal, et je ne pouvais jamais rien faire de bien. Alors que je passais devant ma mère et sortais par la porte d'entrée dans l'air froid du soir, j'ai entendu mon père marmonner quelque chose à voix basse. Quelque chose sur les enfants ingrats et le manque de respect pour tout ce qu'ils avaient sacrifié. Je suis monté dans ma vieille Honda Civic au pare-brise fissuré et au pare-choc rouillé, j'ai démarré le moteur et je suis resté assise là un long moment, essayant de me souvenir comment respirer normalement. Cette nuit-là, pendant que je préparais des lattes et nettoyais les machines à expresso au café, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé dans ma relation avec ma famille. Mes parents ne demandaient plus d'aide ou d'assistance. Ils posaient des ultimatums et faisaient des exigences. Et quelque part au fond de moi, je savais avec une certitude absolue que ce n'était que le début de quelque chose de pire. Je ne savais pas encore à quel point j'avais raison. La vérité est que j'étais le système de soutien invisible de la famille depuis l'âge de 16 ans. C'est l'année où ma grand-mère du côté de ma mère est décédée subitement, laissant un petit héritage que mes parents ont immédiatement utilisé pour aider Britney à acheter une voiture. Pas moi, Britney. Parce qu'elle avait besoin d'un moyen de transport pour se rendre à ses cours de community college, ce qu'elle abandonnerait 6 mois plus tard sans aucune conséquence. Je me souviens d'être dans la cuisine quand mon père a annoncé la décision à la famille. Je venais d'obtenir mon permis d'apprenti conducteur et j'économisais chaque centime de mon travail à temps partiel, à emballer des courses, pour finalement acheter mon propre véhicule. L'héritage aurait couvert au moins un acompte décent sur quelque chose de fiable pour moi. Mais cet argent a disparu dans une berline rouge brillante que Britney a démolie en 8 mois parce qu'elle envoyait des SMS en conduisant et a grillé un stop. Mes parents ont aussi payé pour sa voiture suivante. Et celle d'après, quand elle l'a endommagée dans un accident de parking. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec mention et une bourse partielle pour l'université du Nebraska à Omaha, mes parents ont organisé une petite fête dans le jardin. Petit étant le mot-clé. Quand Britney avait obtenu son diplôme 3 ans plus tôt avec des notes à peine passables et aucun projet d'avenir, ils avaient loué une salle de banquet dans un restaurant local et invité 50 personnes pour célébrer son accomplissement. La disparité ne m'a pas échappé, mais j'avais appris à ravaler ma déception à ce moment-là. C'était simplement comme ça que les choses fonctionnaient dans notre famille. Le babysitting a vraiment commencé quand Madison avait 6 mois. Britney prétendait qu'elle avait besoin de sortir régulièrement de la maison pour sa santé mentale. Alors, mes parents ont proposé mes services sans me demander mon avis ni tenir compte de mon emploi du temps. Je rentrais de mes cours de l'après-midi pour trouver le bébé dans un parc, ma sœur introuvable et un mot sur le réfrigérateur disant qu'elle serait de retour pour le dîner. Elle était rarement de retour pour le dîner. Parfois, elle ne revenait que bien après minuit. Mes parents n'ont jamais demandé où Britney allait pendant ses fréquentes disparitions. Ils n'ont jamais demandé pourquoi elle avait besoin de 8 heures de temps pour sa santé mentale pendant que sa fille en bas âge hurlait pour attirer l'attention et avait besoin de soins constants. Ils s'attendaient simplement à ce que je m'en occupe sans me plaindre. Et quand j'osais exprimer ma frustration, ils m'accusaient d'être égoïste et de ne pas soutenir ma sœur en difficulté. Au moment de la naissance de Jaden, 2 ans plus tard, d'un père différent, j'étais devenu la principale responsable de facto des 2 enfants. Tout mon emploi du temps tournait autour de leurs besoins, pas des miens. J'ai manqué des groupes d'études parce que Madison avait un rendez-vous chez le médecin que Britney avait oublié jusqu'à la dernière minute. J'ai refusé des services supplémentaires au travail parce que Jaden était malade et que personne d'autre ne voulait la garder. J'ai perdu des amitiés parce que je ne pouvais jamais sortir, jamais m'engager à l'avance dans des projets, jamais être autre chose que disponible pour toute crise qui survenait dans la maison. Mon groupe d'amis du lycée s'était réduit à presque rien au fil des ans. Les quelques personnes qui prenaient encore de mes nouvelles ont fini par arrêter quand je leur ai posé un lapin pour la 10e ou la 20e fois avec des excuses de plus en plus fragiles.
La solitude était écrasante, mais je me disais constamment que c'était temporaire. Une fois diplômé et ayant un vrai travail avec mon diplôme de comptabilité, je pourrais déménager et commencer ma propre vie. Je devais juste survivre jusque-là. Les signes avant-coureurs que les choses allaient s'aggraver considérablement ont commencé à apparaître environ 3 mois avant cette confrontation dans la cuisine. L'entreprise de fabrication de mon père a annoncé des licenciements en raison de pressions économiques. Et bien qu'il ait initialement conservé son emploi, ses heures ont été considérablement réduites à partir du mois suivant. Ma mère, qui travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, a pris quelques services supplémentaires pour aider à compenser, mais ce n'était pas suffisant pour combler le manque à gagner. Au lieu de demander à Britney de contribuer financièrement ou de trouver un emploi, mes parents ont commencé à faire des commentaires pointus sur ma situation financière. Combien gagnais-je exactement au café? Combien dépensais-je pour des choses futiles comme des manuels et des fournitures scolaires? Avais-je vraiment besoin de payer un abonnement à la salle de sport alors que je pouvais simplement courir dehors gratuitement comme les gens normaux? Le commentaire sur l'abonnement à la salle de sport m'a particulièrement blessé car je n'avais pas d'abonnement à la salle de sport et n'en avais jamais eu. Je n'avais jamais pu me permettre un tel luxe. Ils inventaient des dépenses pour justifier d'exiger plus de moi tout en ignorant complètement la véritable ponction sur les finances familiales qu'était le style de vie de Britney. Ces achats en ligne constants qui remplissaient la boîte aux lettres de colis. Ces boîtes d'abonnement pour des produits de maquillage et de soins de la peau. Ces visites hebdomadaires pour se faire les ongles par des professionnels pendant que je gardais ces enfants sans compensation. Mais j'ai gardé le silence et j'ai essayé de rester concentré sur mes objectifs. Encore une année d'école, encore une année à faire profil bas et à faire ce qu'on attendait de moi. Ensuite, je serais libre de tout cela. C'était le mensonge que je me racontais, de toute façon, pour continuer. La nuit de l'ultimatum, je suis rentré de mon service au café vers 23h30, épuisé et émotionnellement vidé. La maison était sombre, à l'exception de la lueur vacillante de la télévision dans le salon où Britney s'était endormie sur le canapé, entourée de sacs de chips vides et de canettes de soda. Madison et Jadon étaient censés être au lit depuis des heures, mais je pouvais les entendre rire bruyamment à l'étage, clairement encore bien éveillés. Je suis passé devant ma sœur endormie sans la réveiller, j'ai monté les escaliers qui craquaient et j'ai trouvé les 2 enfants en train de sauter sur le lit dans la chambre qu'elle partageait. Jadon n'avait que 3 ans, assez jeune pour que le fait d'être éveillé si tard puisse perturber tout son emploi du temps pendant des jours et la rendre grincheuse et difficile. Madison, à 5 ans, savait qu'il ne fallait pas veiller si tard, mais ne semblait apparemment pas se soucier des règles. Les filles, il est bien au-delà de votre heure de coucher, ai-je dit, en essayant de garder ma voix douce malgré mon épuisement accablant. Maman a dit qu'on pouvait veiller tard ce soir, a répondu Madison avec défi, croisant ses petits bras. Maman dort en bas sur le canapé. Allez, mettons-vous bien au lit. Il m'a fallu 45 minutes pour les calmer, leur lire 2 histoires et enfin les amener à fermer les yeux et à s'endormir. Au moment où j'ai atteint ma propre petite chambre au bout du couloir étroit, j'étais à bout de force. J'avais un devoir à rendre dans 2 jours que je n'avais pas encore commencé. Un service au travail le lendemain matin à partir de 6h et maintenant, apparemment, un choix impossible qui planait au-dessus de ma tête comme un nuage sombre. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai fixé le mur en face de moi. La peinture s'écaillait dans le coin où les dégâts d'eau d'une fuite que mes parents n'avaient jamais correctement réparés avaient laissé leur marque des années auparavant. Mes meubles étaient les mêmes que ceux que j'utilisais depuis le collège, usés et démodés. Mon placard était à peine assez grand pour contenir mes vêtements, dont la plupart avaient été achetés d'occasion ou reçus en cadeau d'anniversaire. C'était ma vie. C'était ce que j'avais accepté pendant des années parce que je croyais que c'était la seule option qui s'offrait à moi. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé fondamentalement en moi. C'était peut-être l'épuisement qui atteignait enfin son paroxysme. C'était peut-être l'injustice d'être forcé de choisir entre mon avenir et ma liberté. C'était peut-être simplement l'accumulation d'un millier de petites indignités, atteignant finalement un point de rupture qui ne pouvait plus être ignoré. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire avec des doigts tremblants. J'avais économisé de l'argent sur un compte séparé que mes parents ne connaissaient pas et auquel ils ne pouvaient pas accéder. Ce n'était pas grand-chose, quelques milliers de dollars rassemblés au fil des ans grâce à une budgétisation minutieuse et à des aubaines occasionnelles comme l'argent d'anniversaire de parents éloignés. Mais c'était quelque chose de tangible. C'était un début vers quelque chose de mieux. J'ai commencé à chercher des appartements dans le quartier près de mon université. 3 semaines se sont écoulées après l'ultimatum,
et l'atmosphère dans la maison est devenue de plus en plus toxique de jour en jour. Mes parents m'avaient fixé une date limite ferme pour prendre ma décision, et cette date approchait rapidement comme une tempête à l'horizon. Entre-temps, ils avaient redoublé d'exigences, me traitant avec un mépris ouvert chaque fois que je ne parvenais pas à répondre à leurs demandes de plus en plus déraisonnables. L'emploi du temps qu'ils m'imposaient était brutal et délibérément conçu pour être impossible. Je devais garder Madison et Jadon de 7h du matin à midi, puis de nouveau de 16h à 20h, sans exception. Cela me laissait une fenêtre de 4 heures pendant la journée pour assister à tous mes cours, faire mes services, étudier pour les examens et, d'une manière ou d'une autre, maintenir ma santé mentale. C'était mathématiquement impossible de tout accomplir et ils le savaient parfaitement. J'ai essayé de négocier avec eux à plusieurs reprises. J'ai proposé de payer $300 par mois de loyer au lieu des $1 750 qu'ils exigeaient. J'ai proposé de faire du babysitting certains jours plutôt que tous les jours de la semaine. J'ai proposé d'aider Britney à trouver un travail pour qu'elle puisse contribuer aux soins de ses propres enfants comme une mère responsable. Chaque suggestion a été rejetée sans considération. « Tu es ridicule et ingrate », a dit ma mère lors d'une conversation particulièrement animée dans la cuisine. Penses-tu que les propriétaires négocient avec les locataires dans le monde réel? C'est le monde réel, allez. Grandis et accepte tes responsabilités. L'ironie de son sermon sur le monde réel alors que sa fille de 28 ans ne contribuait en rien au ménage ne m'a pas échappé. Mais je me suis mordu la langue et j'ai continué à planifier ma fuite en secret. Trouver un appartement avec mon budget limité était difficile et stressant. La plupart des endroits exigeaient le premier et le dernier mois de loyer plus une caution, ce qui anéantirait presque tout ce que j'avais économisé au fil des ans. Mais après des jours de recherche, j'ai trouvé une annonce prometteuse pour un appartement étudiant en colocation près du campus. Une fille nommée Whitney cherchait une colocataire pour partager un 2 pièces avec elle. Le loyer était de $600 par mois plus les charges, et elle était prête à être flexible sur la date d'emménagement. J'ai immédiatement envoyé un message à Whitney et j'ai pris rendez-vous pour voir l'appartement l'après-midi suivant. J'ai dit à mes parents que j'avais une réunion de projet de groupe à l'école, ce qui n'était pas entièrement faux puisque j'avais effectivement un projet sur lequel travailler. J'avais juste aussi un autre objectif ce jour-là. L'appartement était petit mais propre et bien entretenu. Whitney était une étudiante diplômée du département de biologie. Calme et studieuse, exactement le genre de colocataire dont j'avais besoin à ce stade de ma vie. Nous avons parlé pendant plus d'une heure des attentes, des horaires et des limites dans les espaces de vie partagés. Cela ne la dérangeait pas que j'étudie tard le soir. Elle ne s'attendait pas à ce que je nettoie après elle, que je lui prépare ses repas ou que j'élève ses enfants. Elle voulait simplement quelqu'un de fiable avec qui partager le loyer. J'ai signé un bail le même jour avec des mains qui tremblaient légèrement. La date d'emménagement était prévue pour le 1er du mois suivant, soit dans 5 jours. En retournant à ma voiture après avoir signé les papiers, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions tourbillonner en moi. Soulagement, peur, culpabilité, excitation, anxiété. Je n'avais jamais rien fait d'aussi important à l'insu ou sans l'approbation de mes parents. Je n'avais jamais pris de décision dont je savais qu'elle causerait des conflits et des retombées dans la famille. Mais je savais aussi au plus profond de moi que c'était le bon choix pour mon avenir. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma sœur exactement là où je l'avais laissée ce matin-là, sur le canapé, regardant la télévision avec des yeux vitreux pendant que ses filles mettaient la maison sens dessus-dessous, sans aucune surveillance. Mes parents étaient tous les deux au travail, ce qui signifiait que le chaos était totalement incontrôlé et se propageait dans toutes les pièces. « Peux-tu aller chercher Jadon ?» a demandé Britney sans lever les yeux de l'écran. Elle demande un goûter depuis environ 20 minutes, et je suis au milieu de quelque chose d'important. J'ai regardé la télévision. Elle regardait une émission de télé-réalité sur des gens riches qui achetaient des maisons de vacances dans des endroits tropicaux. C'était ça, la chose importante au milieu de laquelle elle se trouvait. « Où sont les goûters pour les enfants ?» ai-je demandé, ma voix plate et sans émotion. « Je ne sais pas. Dans la cuisine quelque part, probablement. Maman s'occupe généralement de tout ça. » Je suis allé dans la cuisine et j'ai trouvé le garde-manger presque vide. Pas de crackers, pas de snacks aux fruits, pas de compote en gourde, juste un sac de bretzel à moitié mangé qui était rassis depuis des jours, et quelques conserves qui nécessitaient une vraie cuisson pour être préparées. J'ai pris les bretzels et les ai apportés à Jadon, qui s'est immédiatement mise à pleurer parce qu'elle voulait des crackers Goldfish, pas des bretzels, et que c'était totalement inacceptable pour elle. « Britney, il n'y a rien à manger pour les enfants » ai-je dit, en retournant à l'embrasure du salon.
Alors va au magasin et achète quelque chose. Je n'ai pas d'argent pour les courses. J'achète ma propre nourriture séparément. Tu te souviens, c'était l'arrangement. Ma sœur m'a enfin regardé directement, son expression purement agacée et irritée. Alors demande à maman sa carte quand elle rentrera. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Débrouille-toi. C'est toi la responsable ici. Cette phrase a eu un impact différent cet après-midi-là. Tu es la responsable. C'était censé être un compliment, une reconnaissance de ma fiabilité, mais cela avait toujours été utilisé comme une arme pour me culpabiliser et me faire faire plus que ma juste part. Être responsable signifiait être constamment exploité. Être responsable signifiait n'avoir aucune limite que quiconque respectait. Être responsable signifiait sacrifier sans cesse mes propres besoins pour que les personnes irresponsables n'aient jamais à faire face aux conséquences de leurs choix. Je ne suis pas allé au magasin ce jour-là. J'ai préparé des sandwichs au beurre de cacahuète avec le reste du pain et les ai donnés aux filles, puis je me suis retiré dans ma chambre pour travailler sur mon devoir en paix. Ma sœur s'est plainte bruyamment à mes parents quand ils sont rentrés du travail. Et j'ai reçu une autre leçon sur le fait d'être inutile et égoïste et de ne pas penser à la famille. Mais pour la première fois depuis des années, leurs paroles n'ont pas pénétré mon armure. J'avais un plan. J'avais un moyen de sortir de cette situation. Tout ce que je devais faire, c'était survivre encore 5 jours sans craquer. La veille de mon déménagement prévu, j'ai commencé à faire mes valises en secret après que tout le monde se soit couché. J'ai attendu que la maison soit complètement silencieuse, puis j'ai soigneusement rempli des boîtes et des sacs avec mes affaires aussi silencieusement que possible. Vêtements, livres, mon ordinateur portable et mes chargeurs, la petite collection de choses qui étaient vraiment les miennes dans une maison qui ne s'était jamais sentie comme un foyer. J'ai travaillé en silence, méthodiquement, me déplaçant avec la précision de quelqu'un qui planifiait ce moment depuis des semaines. Chaque craquement du plancher faisait battre mon cœur de peur. Chaque son lointain me faisait figer sur place. Je ne pouvais pas risquer d'être découverte avant d'être prête. Je ne pouvais pas risquer une autre confrontation qui pourrait faire dérailler tout ce pourquoi j'avais travaillé. À 2 heures du matin, tout ce que je possédais était emballé et prêt à partir. J'avais convenu avec Whitney de venir chercher mes affaires l'après-midi suivant, pendant que mes parents seraient au travail. Je laisserais les clés de la maison sur ma commode et sortirais par la porte d'entrée une dernière fois sans regarder en arrière. Mais alors que je me tenais dans ma chambre vide, inspectant les meubles dépouillés et les murs nus, j'ai réalisé que je ne pouvais pas attendre l'après-midi. Le poids d'une autre journée dans cette maison était plus que je ne pouvais supporter. La pensée d'un autre petit déjeuner rempli de commentaires passifs-agressifs et de regards hostiles. 1 heure de plus à regarder ma sœur ne rien faire pendant qu'on attendait de moi que je fasse tout. Un instant de plus à être traité comme le membre le moins important de la famille tout en étant censé tout faire tenir ensemble. J'ai regardé l'horloge de mon téléphone. 2h14 du matin. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Whitney avec des doigts tremblants. Je sais que c'est faux et je m'excuse pour l'heure tardive, mais y a-t-il un moyen que je vienne ce soir au lieu de demain? Sa réponse est arrivée en quelques minutes, ce qui m'a surprise car c'était le milieu de la nuit. Elle était apparemment aussi une noctambule qui avait des horaires inhabituels. Bien sûr, a-t-elle répondu. Je te laisserai la porte déverrouillée. Entre simplement en silence. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors que je prenais la décision. J'ai chargé ma voiture en 3 voyages silencieux, chacun me semblant une éternité à retenir mon souffle. La maison est restée sombre et silencieuse tout le temps. Personne n'a bougé. Personne ne savait ce que je faisais. À 2h47 du matin, j'ai posé ma clé de maison sur le comptoir de la cuisine à côté d'une note que j'avais écrite plus tôt dans la soirée. La note était brève et directe. Je déménage. S'il vous plaît, ne me contactez pas pendant un certain temps. J'ai besoin d'espace pour mettre les choses au clair. Je ne me suis pas excusé dans la note. Je n'ai pas expliqué mes raisons. Je n'ai pas imploré la compréhension ou le pardon. Je suis simplement sorti par la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture et je suis parti dans l'obscurité. Les rues d'Omaha étaient vides à cette heure, éclairées uniquement par les lampadaires et quelques rares véhicules. J'ai conduit vers mon nouvel appartement avec les fenêtres entr'ouvertes, laissant l'air froid de la nuit me laver et me garder éveillé. Je tremblais de façon incontrôlable, sans savoir si c'était de peur ou d'exaltation. Ce que je ne savais pas en arrivant sur le parking de mon nouvel immeuble et en commençant à décharger mes affaires dans l'obscurité silencieuse,
c'est que mon départ déclencherait une chaîne d'événements qui exposerait des vérités que mes parents cachaient depuis des années. Que mon absence les forcerait à affronter directement les conséquences de leur choix. Que l'arrangement confortable qu'ils avaient construit sur mon travail et mon sacrifice était sur le point de s'effondrer de manière spectaculaire. Je pensais simplement quitter une situation toxique et repartir à zéro. Je n'avais aucune idée que j'allumais aussi une allumette qui allait brûler la façade qu'ils avaient soigneusement construite. La première indication que quelque chose n'allait pas à la maison de mes parents est arrivée à 7h23 du matin, environ 5 heures après mon départ. Mon téléphone a explosé de notifications qui m'ont réveillé d'un sommeil agité. Appel manqué de ma mère. Appel manqué de mon père. Des textos des deux, dont le ton passait de la confusion à la colère, puis à la menace pure et simple. Où es-tu, Allais ? Réponds à ton téléphone tout de suite. Ce n'est pas drôle. Les filles se sont réveillées en pleurant et Britney ne te trouve nulle part. Si tu ne rappelles pas dans 10 minutes, je te signale comme personne disparue à la police. J'ai regardé mon téléphone depuis le confort de mon nouveau lit dans ma nouvelle chambre de mon nouvel appartement qui sentait la peinture fraîche, la possibilité et la liberté. Whitney s'était rendormie après m'avoir aidé à décharger ma voiture, et j'étais seul avec mes pensées et le chaos qui se déroulait à distance sur l'écran de mon téléphone. Une partie de moi voulait répondre immédiatement. Une partie de moi se sentait coupable de la panique que je causais à ma famille. Mais une plus grande partie, celle qui avait été réduite au silence et réprimée pendant des années, ressentait tout autre chose. Du soulagement. Un soulagement pur et accablant. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je me suis rendormi. Quand je me suis réveillé vers midi, j'avais accumulé 47 appels manqués et plus de 100 textos de divers membres de la famille. Ma sœur s'était jointe au barrage à un moment donné, ses messages alternant entre accusations et exigences. Tu m'as laissé avec les enfants sans prévenir. Comment suis-je censé m'en occuper seul ? C'est tellement typique de toi, tu ne penses toujours qu'à toi d'abord. L'audace de cette dernière phrase m'a presque fait éclater de rire. Britney, qui n'avait pensé à rien d'autre qu'à elle-même depuis aussi longtemps que je me souvienne, m'accusait d'égoïsme. L'ironie était trop amère pour être vraiment drôle. J'ai parcouru les messages sans répondre, reconstituant ce qui s'était passé à partir de leur communication de plus en plus frénétique. Ma mère avait découvert ma note vers 6 heures du matin en descendant pour préparer son café. Elle avait immédiatement essayé de m'appeler plusieurs fois, puis avait réveillé mon père en panique, puis avait fait irruption dans la chambre de Britney pour annoncer que je les avais apparemment tous abandonnés sans préavis. La première préoccupation de Britney, selon les messages, était de savoir qui garderait les filles pendant qu'elle irait à son rendez-vous pour les ongles cet après-midi. Pas où j'étais allé, pas si j'étais en sécurité, juste qui couvrirait son temps de soins personnels prévu maintenant que je n'étais plus disponible. Les messages de mon père étaient plus mesurés, mais non moins manipulateurs dans leur ton. Allez, quoi qu'il se passe, nous pouvons en parler comme des adultes raisonnables. S'enfuir ne résout rien et n'aide personne. Rentre à la maison et nous réglerons ça ensemble en famille. Comme des adultes, comme s'ils m'avaient déjà traité comme une adulte. Comme si leur ultimatum, leurs exigences et leur dénigrement constant avaient été les actions de personnes raisonnables engageant une négociation de bonne foi avec moi. J'ai finalement répondu à ma mère à 14 heures, après avoir pris une douche, un vrai petit déjeuner et commencé à me sentir un peu humaine à nouveau. Le message était simple et direct. Je suis en sécurité. J'ai déménagé. S'il te plaît, respecte ma demande d'espace. Sa réponse a été immédiate et volcanique de rage. De l'espace ? Tu veux de l'espace ? Après tout ce que nous avons fait pour toi au fil des ans, espèce de petite traîtresse ingrate. Tu as détruit cette famille avec ton égoïsme. J'espère que tu es contente de toi. J'ai lu ces mots 3 fois, attendant qu'il me fasse mal comme il l'avait toujours fait, attendant la piqûre familière de la désapprobation maternelle qui avait contrôlé mon comportement pendant si longtemps. Mais elle n'est pas venue cette fois. Tout ce que je ressentais était un vide étrange, comme si l'endroit où son opinion comptait autrefois avait été vidé et scellé de façon permanente. J'ai bloqué son numéro sans hésitation. Puis j'ai bloqué le numéro de mon père. Puis j'ai bloqué le numéro de Britney. Le silence qui a suivi a été la chose la plus paisible que j'ai connue depuis des années. Mais les problèmes de ma famille ne faisaient que commencer. Ce que je ne savais pas en m'installant dans ma nouvelle vie et en me concentrant sur le rattrapage de mes études, c'est que mon départ avait révélé une instabilité fondamentale dans les finances du ménage.
Une instabilité qu'il masquait depuis des mois et cachait à tout le monde, y compris à moi. 2 jours après mon départ, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce que c'est bien Allais? La voix était masculine, professionnelle et totalement inconnue. Qui demande? Je m'appelle Gérald et j'appelle de la part d'Oakwood Property Management. Je suis le propriétaire de la propriété au 723 Maple Street, la maison de mes parents, mon ancienne adresse. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi vous m'appelez, ai-je dit prudemment. Je n'y habite plus. Je suis au courant de ce fait. Votre mère m'a informé de votre départ lorsque j'ai appelé au sujet du loyer en retard. Cependant, votre nom est toujours sur le bail en tant que cotitulaire, donc je devais également vous contacter directement. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Je suis désolé, quoi? Mon nom est sur le bail. Oui, vous avez été ajouté en tant que cotitulaire il y a environ 3 ans. Votre mère a dit que c'était pour aider à construire votre historique de crédit puisque vous étiez jeune. Mais cela signifie aussi que vous êtes conjointement responsable de toutes les dettes impayées ou des dommages à la propriété. Je me suis laissé tomber sur mon lit, mon esprit tournant à plein régime avec cette nouvelle information. Il y a 3 ans, c'est à ce moment-là que mes parents m'avaient demandé de signer des papiers pour ce qu'ils prétendaient être un compte de service public à mon nom. J'avais 19 ans, j'étais confiante et trop débordée par l'école pour lire attentivement les petits caractères. J'avais signé là où ils m'avaient indiqué sans remettre en question leurs motifs. Ils m'avaient mise sur leur bail sans me dire la vérité sur ce que je signais réellement. Combien est dû? Ai-je demandé, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. 3 mois de loyer, plus il y a des dommages importants à la propriété qui doivent être réparés avant que ça n'empire. Au total, nous parlons d'environ $6 000. $6 000. C'était plus du double de ce que j'avais réussi à économiser sur mon compte secret au fil des ans. C'était tout mon coussin financier parti en un instant. Je dois y réfléchir attentivement, ai-je dit, luttant pour garder mon sang-froid et ne pas fondre en larmes. Puis-je vous rappeler? Bien sûr, mais comprenez que si cela n'est pas résolu dans les 30 jours, nous serons forcés d'entamer une procédure d'expulsion, et cela affectera tout le monde sur le bail, y compris vous et votre historique de crédit. J'ai raccroché et je suis resté assise dans un silence stupéfait pendant longtemps. Les murs de mon nouvel appartement semblaient soudain se refermer sur moi. La liberté que j'avais goûtée quelques jours auparavant s'évanouissait, remplacée par un nouveau type de piège que je n'avais pas anticipé. Mes parents ne m'avaient pas seulement exploité pendant des années, ils m'avaient aussi piégé pour que je paie pour leurs échecs financiers sans ma connaissance ni mon consentement. Et maintenant, même après être parti, j'étais toujours prise dans leur toile de tromperie. J'ai passé les 48 heures suivantes dans un état de panique et de désespoir à peine contrôlé. J'ai fait des recherches approfondies sur le droit des locataires dans le Nebraska. J'ai appelé la clinique juridique gratuite de l'université et j'ai pris rendez-vous pour la première date disponible. J'ai épluché tous mes dossiers financiers en essayant de comprendre comment cela avait pu arriver et quelles étaient mes options. Ce que j'ai découvert était à la fois exaspérant et éclairant. Mes parents avaient des difficultés financières depuis bien plus longtemps qu'ils ne l'avaient admis à qui que ce soit. Les heures de mon père avaient été réduites à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années, pas seulement récemment comme il l'avait prétendu. Ma mère avait en fait perdu son emploi de réceptionniste dentaire il y a 6 mois et l'avait caché à tout le monde, y compris à mon père, en prétendant prendre des services supplémentaires qui n'existaient pas. Elle passait ses journées à la bibliothèque ou aérait sans but dans les centres commerciaux, faisant semblant de travailler pendant que les factures s'accumulaient. Le loyer était en retard avant même qu'ils ne me posent leur ultimatum. Les $1 750 qu'ils exigeaient de moi ne visaient pas à m'apprendre la responsabilité ou à me faire contribuer équitablement. Il s'agissait de couvrir leur propre déficit sans avoir à admettre à qui que ce soit qu'il échouait en tant que pourvoyeur. Et les dommages à la propriété, c'était entièrement la faute de Britney. Ses enfants avaient détruit la moquette de la salle de jeu au sous-sol pendant des moments de jeu non surveillés, avaient dessiné sur plusieurs murs avec des marqueurs permanents qui ne pouvaient pas être enlevés, et avaient cassé une fenêtre qui avait été mal réparée avec du ruban adhésif plutôt que correctement réparée par des professionnels. Des dommages que mes parents avaient cachés aux propriétaires pendant des mois, supposant qu'ils s'en occuperaient éventuellement quand ils auraient plus d'argent. Elle, éventuellement, était enfin arrivée, et ils avaient prévu de me faire tout payer. Le rendez-vous à la clinique juridique a confirmé ce que je craignais. En tant que cotitulaire, j'étais légalement responsable du bail, que j'ai ou non accepté sciemment les conditions. Ma signature figurait sur le document,
et l'ignorance n'était pas une défense juridique valable. Cependant, l'étudiante en droit qui a examiné mon cas a suggéré une voie possible qui m'a donné de l'espoir. Si vous pouvez prouver que votre signature a été obtenue par fausse déclaration, vous pourriez être en mesure de faire valoir que le contrat est annulable, a-t-elle expliqué soigneusement. Vos parents vous ont-ils dit spécifiquement ce que vous signez? Ils ont dit que c'était pour un compte de service public pour aider à construire mon crédit pour l'avenir. Avez-vous des preuves de cela? Des textos, des emails, tout ce qui montre qu'ils vous ont délibérément induite en erreur sur la nature du document. Je me suis souvenu de cette époque, il y a 3 ans. Je n'avais pas été aussi diligente en matière de documentation qu'aujourd'hui, mais je me suis souvenu de quelque chose d'important. Ma mère m'avait envoyé un texto me demandant de signer ce qu'elle appelait « les papiers de la facture d'électricité ». J'avais gardé ce téléphone, l'avais mis à niveau mais l'avais sauvegardé sur mon ordinateur, et le message pourrait encore s'y trouver dans mes archives. Cette nuit-là, j'ai passé des heures à chercher dans de vieilles sauvegardes jusqu'à ce que je le trouve enfin. Le texto datait de novembre il y a 3 ans et disait « Salut chérie, peux-tu venir signer les papiers de la facture d'électricité quand tu rentres? Ça aidera à construire ton crédit. Bisous, maman. » Les papiers de la facture d'électricité, pas le bail, pas le contrat de location, une fausse déclaration délibérée de ce que je signais réellement ce jour-là. J'ai pris des captures d'écran et les ai immédiatement envoyées par email à l'étudiante en droit. Elle a répondu en quelques heures, sont nettement plus optimiste qu'auparavant. Cela aide considérablement. Cela établit que vous avez été induite en erreur sur la nature du document. Nous pouvons utiliser cela pour faire valoir que votre consentement n'était pas éclairé, ce qui pourrait annuler entièrement votre obligation en tant que cotitulaire. Pour la première fois depuis l'appel du propriétaire, j'ai ressenti un véritable espoir. Mais il y avait encore la question de ma famille et de ce que cette révélation signifiait pour notre relation à l'avenir. Ils ne m'avaient pas seulement exploité. Ils m'avaient activement trompé, m'avaient mis en danger juridique et essayaient maintenant de me rendre responsable de leurs dettes et de leurs échecs. Toute la culpabilité que j'avais ressentie en partant s'est complètement évaporée à ce moment-là. Tout lien persistant que j'avais maintenu avec l'idée que la famille signifiait un soutien inconditionnel s'est entièrement dissous. Ces personnes n'étaient pas ma famille dans un sens significatif. C'étaient des étrangers qui avaient utilisé ma confiance contre moi pour leur propre bénéfice, et j'en avais fini d'être leur victime pour toujours. Armé de preuves et de conseils juridiques, j'ai commencé à élaborer un plan complet. La première étape consistait à documenter tout ce qui s'était passé. J'ai sauvegardé chaque texto, chaque message vocal, chaque élément de preuve qui montrait le schéma de tromperie et d'exploitation de mes parents au fil des ans. La deuxième étape consistait à me protéger financièrement à l'avenir. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires auxquels mes parents n'avaient aucun accès ni connaissance. J'ai changé mon adresse postale et je me suis assuré que tous mes documents importants étaient envoyés directement à mon nouvel appartement. J'ai informé mon employeur de mes nouvelles coordonnées et je me suis absolument assuré que mes chèques de paie étaient déposés sur des comptes sécurisés. La troisième étape était la plus difficile, affronter la vérité sur ce que ma famille avait fait et décider comment réagir de manière appropriée. Une partie de moi voulait se venger. Une vengeance pure et simple. Je voulais exposer leurs mensonges publiquement, ruiner leur réputation dans la communauté, les faire souffrir comme ils m'avaient fait souffrir pendant des années. Je fantasmais d'appeler leurs employeurs, leurs amis, leur famille élargie et de dire à tout le monde la vérité sur qui ils étaient vraiment derrière des portes closes. Mais une autre partie de moi reconnaissait que la vengeance ne ferait que me maintenir lié à eux émotionnellement. Chaque action que j'entreprenais contre eux serait une réaction à leur comportement, ce qui signifiait qu'ils contrôleraient toujours ma vie. La vraie liberté signifiait lâcher prise complètement, pas s'accrocher par la haine et le ressentiment. J'ai choisi une voie médiane. Je poursuivrai la justice au sein du système juridique et je protégerai mes intérêts. Je me protégerai complètement de leurs dettes et de leurs manipulations, mais je ne chercherai pas activement à les détruire. Je laisserai simplement les conséquences de leurs propres actions se dérouler naturellement, sans mon interférence. Il n'a pas fallu longtemps pour que ces conséquences commencent. Le propriétaire, Gérald, a été étonnamment compréhensif lorsque je lui ai présenté mes preuves et expliqué ma situation en détail. Il était propriétaire depuis des décennies et avait vu sa part de conflits familiaux et de tactiques de manipulation. Après avoir examiné le message texte et consulté son propre avocat, il a accepté de retirer mon nom du bail rétroactivement. Tes parents auraient dû être honnêtes avec toi dès le début, a-t-il dit lors de notre appel téléphonique. Mettre le nom de quelqu'un sur un document légal sans sa pleine compréhension, c'est de la fraude.
Je ne vais pas te tenir responsable de leur choix. Le soulagement que j'ai ressenti était immense. 6 000 $ que je ne devrais pas. Une expulsion qui n'apparaîtrait pas sur mon dossier. Un nouveau départ qui restait intact de leur tromperie. Mais pour mes parents, la situation était sur le point de s'aggraver considérablement. Avec mon nom retiré du bail, ils étaient désormais seuls responsables du loyer en retard et des dommages à la propriété. Gérald leur a donné 30 jours pour payer intégralement ou faire face à une procédure d'expulsion. Il n'était plus disposé à faire preuve de la patience qu'il avait montrée lorsqu'il croyait que je faisais partie du ménage et que j'aiderais à résoudre les choses. Les appels ont recommencé, cette fois depuis des numéros inconnus que ma famille avait empruntés ou achetés spécifiquement pour contourner mes blocages. Des messages vocaux remplis de colère, de désespoir et de blâme. « C'est de ta faute », a crié ma mère dans mon répondeur. « Tu as tout ruiné. Tu étais censé nous aider et au lieu de ça, tu nous as abandonnés quand nous avions le plus besoin de toi. J'espère que tu sais que tu iras droit en enfer pour ce que tu as fait à cette famille. » « Allez, s'il te plaît », a dit mon père dans un autre message, son ton passant à la supplication. « On peut arranger ça. Rentre juste à la maison et aide-nous à trouver une solution. On a besoin de toi ici. » Les messages de Britney étaient les plus révélateurs de tous. Le propriétaire est passé et a dit qu'on devait payer environ 6 000 $ ou être expulsé de la maison. C'est faux et injuste. Tu dois régler ça. Ce sont mes enfants, allez. Veux-tu que mes enfants se retrouvent à la rue? Ces enfants. Les enfants dont elle ne s'était jamais occupée correctement. Les enfants qu'elle s'attendait à ce que tout le monde élève pendant qu'elle recherchait son propre confort. Maintenant, elle les utilisait comme levier émotionnel, essayant de me culpabiliser pour que je sauve la famille une fois de plus. Je n'ai répondu à aucun des messages. 2 semaines plus tard, j'ai appris par un ami de la famille commun que mes parents avaient reçu des papiers d'expulsion officiels. Ils n'avaient pas payé le loyer en retard, n'avaient pas réparé les dommages à la propriété et n'avaient pas réussi à négocier un arrangement raisonnable avec Gérald. La procédure d'expulsion avait officiellement commencé. Le même ami de la famille a également partagé d'autres développements intéressants qui se passaient à la maison. Les mensonges de ma mère sur son emploi avaient finalement été découverts. Mon père a trouvé un relevé de carte de crédit pour des achats effectués pendant les heures où elle prétendait travailler. Des achats qu'il a situés dans un centre commercial de l'autre côté de la ville. La confrontation qui a suivi avait été explosive. Ils dormaient maintenant dans des chambres séparées et se parlaient à peine. Britney, face à la perspective d'une véritable situation de sans-abrisme pour ses enfants, avait été forcée de contacter les pères de ses enfants pour demander de l'aide. Tyler, le père de Madison, était réapparu après 5 ans d'absence complète et avait accepté de prendre la garde partielle. Curtis, le père de Jaden, était revenu de Las Vegas fauché et brisé, mais disposé à s'investir de manière limitée. Pour la première fois de leur vie, les enfants de ma sœur allaient avoir des relations avec leur père. Non pas parce que Britney l'avait facilité, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix que de tendre la main. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon départ avait forcé ma famille à faire ce qu'elle aurait dû faire des années auparavant, prendre la responsabilité de leur propre vie. L'expulsion a été finalisée 6 semaines après mon départ. Mes parents et ma sœur ont emménagé dans un petit appartement en périphérie de la ville, un 2 pièces exigu qu'ils pouvaient à peine se permettre, même avec mon père faisant des heures supplémentaires et Britney trouvant enfin un travail dans une épicerie. J'ai appris cela via les réseaux sociaux où des parents éloignés publiaient des messages de soutien sur la transition difficile de la famille et les temps durs. Personne ne m'a mentionné. Personne n'a reconnu que j'avais été chassé, exploité et trompé pendant des années. Dans le récit familial, j'étais simplement la fille ingrate qui les avait abandonnés à l'heure du besoin. Cela m'allait. Leur récit n'était plus mon problème. Quant à moi, je me suis épanoui sans les exigences constantes de babysitting et de gestion du ménage. J'avais le temps de me concentrer sur mes études. Mes notes se sont considérablement améliorées. J'ai pris des services supplémentaires au café et j'ai commencé à constituer un véritable compte d'épargne. Je me suis fait des amis pour la première fois depuis des années, des gens qui appréciaient ma compagnie plutôt que mon utilité. Whitney, ma colocataire, est devenue l'une de ses amies. Nous restions éveillés tard à parler de nos rêves et de nos peurs. Elle m'a parlé de ses recherches en biologie marine et de ses espoirs de travailler pour une organisation de conservation après l'obtention de son diplôme. Je lui ai parlé de mon passé, de ma famille, des années d'exploitation que j'avais endurées.
tu as survécu à quelque chose de vraiment difficile, a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises sur notre petit balcon à regarder le soleil se coucher sur Omaha. Tout le monde n'aurait pas eu le courage de partir. Je ne me sentais pas courageuse, ai-je admis honnêtement. Je me sentais terrifiée. Je me sens encore terrifiée parfois. C'est ça, le courage, a répondu Whitney. Avoir peur et le faire quand même. 3 mois après mon départ de minuit, j'ai reçu une visite inattendue. Je rentrais de cours quand j'ai vu une silhouette familière assise sur les marches de mon immeuble. C'était ma mère. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, plus fatiguée. Les rides autour de ses yeux s'étaient creusées et ses cheveux avaient plus de gris que je ne l'avais remarqué auparavant. Elle s'est levée en me voyant approcher, son expression incertaine et nerveuse. « Allez, a-t-elle dit, pouvons-nous parler ?» Chaque instinct me disait de m'éloigner, de protéger la paix que j'avais construite, de refuser tout engagement supplémentaire avec quelqu'un qui m'avait causé tant de mal. Mais la curiosité l'a emporté. 5 minutes, ai-je dit. Ensuite, tu pars. Nous nous sommes assis sur un banc près de l'immeuble, en gardant une distance prudente. Ma mère a croisé les mains sur ses genoux et a fixé le sol. Je ne suis pas ici pour te demander de revenir, a-t-elle dit finalement. Je sais que tu ne le feras pas, et je sais pourquoi. J'ai attendu, ne disant rien. Gérald, le propriétaire. Il m'a dit ce qu'il a découvert sur le bail. Sur la façon dont nous t'avons induite en erreur. Elle a fait une pause, luttant avec les mots. Je ne le voyais pas comme une fraude à l'époque. Je pensais que je t'aidais à construire ton crédit. Je pensais que ce serait bon pour toi. Tu pensais que ce serait bon pour toi, ai-je corrigé. Tu pensais que si quelque chose tournait mal, je serais responsable. Tu m'as utilisé comme un filet de sécurité sans me le dire. Elle ne l'a pas nié. J'ai fait beaucoup d'erreurs, a-t-elle dit doucement. Avec toi, avec Britney, avec ton père. Je pensais que je maintenais la famille unie, mais je ne faisais que m'accrocher au contrôle. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'ai jamais reçue d'elle. Et pourtant, ce n'était pas suffisant. J'avais besoin que tu sois ma mère, ai-je dit, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester calme. J'avais besoin que tu me protèges, pas que tu m'exploites. J'avais besoin que tu vois que Britney profitait de tout le monde, y compris de ses propres enfants. J'avais besoin que tu sois juste. Je sais. Mais tu ne l'as pas été. Tu l'as choisi. Chaque fois, tu l'as choisi. Et tu t'attendais à ce que j'accepte simplement, que je continue à donner et donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Ma mère a levé les yeux, des larmes coulant sur son visage. Je suis désolé, allez. Je suis tellement désolé. C'était la première fois qu'elle me disait ces mots, sincèrement, sans qualification ni excuse. Je les ai laissés flotter dans l'air un long moment. Je te crois, ai-je finalement dit. Mais des excuses n'effacent pas ce qui s'est passé. Des excuses ne me rendent pas les années que j'ai perdues. Des excuses ne reconstruisent pas une confiance que vous avez systématiquement détruite. Je sais que non. Je ne demande pas le pardon. Je demande juste une chance. Une chance de te montrer que je peux être différente, que je peux respecter tes limites et te traiter comme tu le mérites. J'ai considéré sa demande. La colère que j'avais portée si longtemps avait commencé à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus complexe. Du chagrin peut-être, ou de l'acceptation. Je ne suis pas prête pour ça, ai-je dit honnêtement. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Ma mère a hoché la tête, acceptant ma réponse sans discuter. Puis-je au moins avoir un moyen de te joindre en cas d'urgence? Je lui ai donné mon adresse email, pas mon numéro de téléphone, pas mon adresse, juste un email. C'était plus qu'elle ne méritait, mais c'était ce que je pouvais offrir. Elle m'a remercié et est partie. Je suis resté assis sur ce banc longtemps après son départ, digérant ce qui venait de se passer. Ma mère s'était excusée, avait admis ses erreurs, avait demandé une seconde chance. Il y a 6 mois, je la lui aurais donnée instantanément. Je me serais précipité pour pardonner, pour me réconcilier, pour retourner au schéma familier de mon ancienne vie. Mais je n'étais plus cette personne. J'avais appris que certaines relations ne pouvaient pas être réparées. Que certains dommages étaient trop profonds pour que des excuses puissent les atteindre. Que se choisir soi-même n'était pas égoïste, mais nécessaire. Ma famille devrait se reconstruire sans moi, et je devrais construire une nouvelle vie sans eux. Les deux chemins menaient de l'avant.
Les deux exigeaient du courage. J'ai choisi le mien. Une année s'était écoulée depuis que j'avais quitté la maison de mes parents en pleine nuit. Une année de croissance, de guérison et de transformation que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque j'étais piégé dans cet environnement étouffant. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université du Nebraska à Omaha avec un diplôme en comptabilité et une offre d'emploi d'un cabinet régional spécialisé dans la gestion financière des organisations à but non lucratif. Le salaire était modeste mais stable, suffisant pour me permettre mon propre appartement et commencer à construire un véritable avenir. Whitney avait déménagé à l'autre bout du pays pour un poste de recherche dans un institut marin en Californie, mais nous sommes restés en contact par appel vidéo et texto. Elle était devenue la sœur que je n'avais jamais eue, le genre de relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Ma vraie famille est restée en périphérie de ma vie. Ma mère envoyait des emails occasionnels, des mises à jour sur le travail de Britney et les progrès des enfants, des questions sur mon propre bien-être auxquelles je répondais brièvement et neutrement. La relation était distante mais cordiale. C'était le mieux que je pouvais offrir. Britney avait surpris tout le monde, y compris elle-même. Forcée de prendre la responsabilité de ses enfants sans le filet de sécurité que j'avais fourni, elle avait pris ses responsabilités d'une manière que personne n'attendait. Elle était encore loin d'être parfaite, mais elle était présente. Elle avait inscrit Madison à la maternelle et travaillait avec Curtis pour établir un arrangement de coparentalité stable pour Jadon. Les enfants s'en portaient mieux. C'était le résultat le plus inattendu de mon départ. Sans que je serve de gardienne par défaut, leurs vrais parents avaient été forcés de s'engager. Madison passait maintenant les week-ends avec Tyler, qui était devenu sobre et reconstruisait sa vie. Jadon développait une relation avec Curtis qui, bien qu'imparfaite, était réelle. Mon départ n'avait pas détruit la famille. Il les avait simplement forcés à fonctionner sans leurs béquilles. J'y ai souvent pensé en construisant ma nouvelle vie. Comment mon sacrifice n'avait aidé personne à la fin. Comment ma présence avait permis le dysfonctionnement plutôt que de le guérir. Comment parfois la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour les gens est de les laisser faire face aux conséquences de leurs choix. La colère que j'avais portée si longtemps s'était estompée pour devenir quelque chose de plus doux. Pas le pardon exactement, mais l'acceptation. Je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé. Je ne pouvais que choisir comment avancer. Et j'ai choisi la paix. À l'anniversaire de mon départ de minuit, je me suis offert un dîner dans un bon restaurant du centre-ville. Je me suis assise seule à une table près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville se refléter sur la vitre et je me suis permis d'être fier. J'avais échappé à une situation que beaucoup de gens ne trouvent jamais le courage de quitter. J'avais construit une vie selon mes propres termes, sans le poids constant des attentes des autres. J'avais appris à me valoriser suffisamment pour exiger mieux. Ça n'avait pas été facile. Il y avait des nuits où la solitude semblait écrasante. Il y avait des moments où je me demandais si j'avais fait le bon choix. Il y avait des moments où la culpabilité revenait, me chuchotant que j'avais abandonné des gens qui avaient besoin de moi. Mais assise dans ce restaurant, indépendante et entière, je connaissais la vérité. Ils n'avaient jamais eu besoin de moi. Ils m'avaient utilisé. Et quand j'ai cessé de le permettre, ils ont trouvé d'autres moyens de survivre. La différence entre le besoin et l'utilisation est la différence entre l'amour et l'exploitation. Ma famille m'avait exploité pendant des années sous le couvert de l'amour, et je l'avais accepté parce que je ne savais pas mieux. Maintenant, je savais mieux, et je ne reviendrai jamais en arrière. Quant à mes parents et à ma sœur, les conséquences de leurs choix ont continué à se dérouler de manière à la fois prévisible et inattendue. Les heures supplémentaires de mon père avaient eu des conséquences sur sa santé, entraînant un léger incident cardiaque qui l'a forcé à réduire la cadence et à faire face à la réalité financière qu'ils avaient évitée. Ma mère a finalement trouvé un travail à temps partiel dans un magasin de détail, ravalant sa fierté pour contribuer au ménage de manière tangible. La relation de Britney avec Curtis s'est détériorée lorsque sa dépendance au jeu a refait surface, mais Tyler s'est investi plus pleinement, demandant finalement la garde conjointe de Madison. Le petit appartement est devenu plus vide à mesure que les enfants passaient plus de temps avec leur père, et mes parents se sont retrouvés avec le silence qu'ils n'avaient jamais voulu, forcés de reconstruire leur mariage sans enfants pour les distraire de leurs problèmes. Les $6 000 de dommages et de loyers impayés avaient été négociés en un plan de paiement qui les suivrait pendant des années, un rappel constant de la façon dont leur tromperie s'était retournée contre eux. Et à travers tout cela, ils ont appris ce que je savais depuis le début, on ne peut pas construire la stabilité sur le sacrifice de quelqu'un d'autre, qu'éventuellement les fondations se fissurent et que tout s'effondre autour de vous. En y repensant maintenant,
Je comprends que quitter cette maison à 2h14 du matin a été le moment où je me suis enfin choisi. Ce n'était pas une vengeance au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique, pas d'humiliation publique, pas de plan calculé pour les faire souffrir. Il y a eu seulement une décision silencieuse d'arrêter d'être une victime et de commencer à être l'auteur de ma propre histoire. La liberté que j'ai trouvée de l'autre côté ne m'a pas été donnée. Je l'ai gagnée par le courage, par la perte, par le processus douloureux de désapprendre tout ce qu'on m'avait enseigné sur le devoir et la famille. Et bien que le voyage ait été plus difficile que tout ce que j'avais jamais fait, il m'a mené quelque part où il valait la peine d'aller, à une vie qui était enfin complètement la mienne.